Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui? Très bien, Bonjour. Sylvie. Bonjour. Eh bien, je vois qu'on est déjà un petit nombre dans la salle et puis qu'il est 16 heures, donc certaines intervenantes ne sont peut-être pas arrivées, mais si vous en êtes d'accord, on va commencer notre présentation. Merci Philippe. Donc on m'entend bien, super. Écoutez, est-ce que vous êtes tous bien installés? Ah ben voilà Hélène, je crois. Bonjour Bonjour. Hélène. Super, bonjour. On démarrait juste, donc ben, je vous propose de vous installer confortablement tous et soyez les bienvenus à la conférence sur l'intelligence artificielle que l'on a préparée pour vous. Et je voulais vous dire que nous sommes ravis de passer ce moment avec vous dans le cadre de ce forum des métiers. Moi, je suis Sylviane Bordas, je suis administratrice de l'association Femmes Ingénieurs, qui est une association qui a pour mission de promouvoir les métiers d'ingénieur et notamment auprès des jeunes filles. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez IBM. Je pilote cette conférence avec une équipe de professionnels d'horizons très variés. Vous allez le voir dans un instant parce que je vais vous les présenter dans un instant. Et tout d'abord, je voudrais partager quelques consignes avec vous pour que nous ayons tous ensemble la meilleure conférence possible. Voilà. Donc, c'est comme dans une visioconférence classique. Nous allons vous demander de bien vouloir couper votre micro pour le moment. Et on aura à l'issue de la conférence une session de questions-réponses où vous pourrez échanger avec toute l'équipe. Et on souhaite vraiment que vous posiez toutes les questions que vous avez envie de poser. On vous demandera de bien vouloir lever la main aussi. C'est possible, vous devez l'avoir vu depuis ce matin dans votre menu pour demander la parole et baisser la main quand vous êtes intervenu. Voilà. Donc, vous êtes tous des lycéens. Est-ce que je peux savoir derrière un avatar si, par exemple, il y a une classe entière? Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y a une classe entière derrière un avatar? Ça nous permet de savoir combien vous êtes à peu près. Alors, je vois, Agnès, tu m'envoies un message. Non, ça n'est pas normal que tu n'entendes pas et il faut que tu contactes le support. Oui, donc, est-ce qu'il y a derrière un avatar une classe entière? Bon, oui. Écoutez, en préambule, je voudrais vous dire deux mots sur l'intelligence artificielle, qui est le sujet qu'on va traiter tous ensemble. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. En fait, c'est une discipline de l'informatique qui est utilisée depuis 1956, mais elle a pris une ampleur toute particulière avec l'amélioration des algorithmes, l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et l'explosion d'un domaine que vous connaissez bien, le nombre d'appareils intelligents et connectés. Alors tout ceci, ça a entraîné la génération massive de données, et ces données, elles contiennent des informations qui sont extrêmement précieuses et qui amènent aussi, et on va le voir dans la conférence, à se poser des questions sur la dimension éthique de l'intelligence artificielle. Voilà, tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, c'est un domaine stratégique pour les femmes et les hommes qui connaît un développement impressionnant, particulièrement ces années. Et pour nous, les entreprises, puisque nous sommes dans l'ensemble des personnes d'entreprise, l'intelligence artificielle, elle fait partie d'enjeux importants
à plusieurs titres et d'axe stratégique de développement. Le premier enjeu, et c'est celui qu'on voudrait aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est celui du recrutement. Et tout cela, ça concerne votre avenir et on pourra y revenir pour plus tard. Voilà, je voudrais maintenant vous présenter les intervenantes qui sont avec vous aujourd'hui dans la conférence, dont vous voyez sur l'écran principal de la salle. Est-ce que vous le voyez tous? Oui, j'espère que oui. Donc, parmi les intervenantes, elles vont intervenir dans la chronologie où elles sont présentées à l'écran. Théa Rukavina, qui est consultante data scientist senior dans l'entreprise AI et Data. Et nous nous connaissons avec Théa grâce à des activités que l'on mène en commun au sein d'un réseau d'entreprises, le Cercle Interrel. Ensuite, Agnès Saulnier, qui est ingénieure, chercheur à l'INA. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Ensuite, Mathilde Villeneuve, qui est experte projet data IA à la RATP. Et Mathilde est une membre fidèle des activités de femmes ingénieures. Elsa, je ne sais pas si tu es arrivée. Elsa, je ne t'ai pas vue pour le moment. Donc, une consultante en IA chez IBM. Je suis là. Tu es là, Elsa? Génial. Bienvenue. Et Hélène Deck-Van Ruys, qui est copilote du groupe de travail Les Femmes et l'IA au laboratoire de l'égalité. Et Hélène est également directrice diversité et inclusion chez KPMG. Et Oriane Gian, qui est bénévole et référente intelligence artificielle au sein de l'association WAC Science, qu'elles vous se présenteront davantage chacune. Donc, vous voyez une équipe féminine au cœur des défis et des réflexions de l'IA, une équipe de professionnels qui est là pour vous, pour démystifier l'IA dans la petite heure qui vient et partager ses expériences sous la forme de témoignages. Alors, je vous propose de commencer. On va commencer avec ton témoignage, Théa, et je crois que tu vas tout de suite planter le décor en nous expliquant en préambule c'est quoi l'IA. Je te donne la parole, Théa. Très bien. Merci beaucoup, Sylviane. En fait, voilà, je suis Théa Rukavina et comme Sylviane l'a dit, je suis consultante au sein d'une entreprise de data science qui s'appelle AI and Data. Et je vais vous faire une petite introduction sur l'intelligence artificielle. Du coup, quand on regarde, par exemple, dans Larousse, la définition de l'IA, c'est défini comme un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et c'est vraiment cette simulation d'intelligence humaine qui peut se voir, par exemple, dans les réseaux de neurones. Le slide, pardon. OK, dans le réseau de neurones, qui est aussi appelé apprentissage profond au deep learning. Et du coup, l'IA a plusieurs niveaux, dont un de ces niveaux, c'est aussi l'apprentissage automatique. Et en fait, ça nous permet de donner un sens aux données en trouvant des patterns, ça veut dire des schémas, des modèles de comportement, pour faire de la prédiction ou de la classification. Et du coup, prédiction, en fait, ça inclut avoir un résultat numérique. Et des prédictions peuvent être, par exemple, de prédire le chiffre d'affaires du musée du Louvre pour l'année prochaine. La classification, un exemple très classique, c'est par exemple diviser les mails en spam et no spam. Du coup, avoir un filtre sur votre boîte email. Et en fait, si on voudrait faire la même tâche avec de la programmation classique, ça voudrait dire faire et établir des règles, par exemple, sur l'apparition de certains mots, comme par exemple millionnaire, gratuit, pari sans effort, perte de poids, et ainsi de suite. Mais en fait, le problème serait qu'on devrait mettre à jour ce filtre non-stop pour qu'il soit toujours efficace. Et avec l'IA, en fait, on ne met pas des règles, mais on donne des exemples. Et du coup, c'est l'IA qui apprend
à partir des exemples qui sont labellisés. Du coup, c'est nous qui disons au début est-ce que c'est du spam ou non spam, et c'est elle qui fait des conclusions à elle-même pour avoir en fait une super performance. Et quand vous regardez par exemple vos téléphones aussi aujourd'hui et toutes les applications que vous avez sur le téléphone, la plupart d'entre elles sont basées sur l'IA et sur la data science en général. Du coup, par exemple, la navigation sur Google Maps, écouter la musique sur Spotify, sur Deezer, quand vous faites et vous donnez des likes sur Insta ou sur TikTok, en fait, tout ça, ça vous permet, ça permet en fait à l'IA de connaître plus de choses sur vous et de vous recommander des choses. Et du coup, quand vous voyez, par exemple, beaucoup de vidéos de chats sur vos téléphones, c'est pas un hasard. Si on passe vraiment au deuxième slide où je vous montre en fait mon job, mon job en tant que data scientist, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout ce qui a à voir avec l'analyse de données. Du coup, collecter, nettoyer les données, faire une analyse statistique, mettre en place des modèles, visualiser les résultats, extraire des conclusions et en fait, avoir tout le pipeline des données mis en place pour avoir en fait à répondre à des problématiques métiers. Et l'IA, elle a beaucoup d'applications industrielles. Et moi, en ce moment, je suis en mission chez EDF. Et du coup, je fais de data marketing. Et pour vous donner un exemple concret, comme ça, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est. Par exemple, récemment, j'étais contactée par le département marketing pour trouver parmi 3 millions de clients des groupes différents de personnes qui seraient intéressées par de nouvelles offres. Et du coup, j'ai fait un modèle qui a pris en compte leurs différentes caractéristiques, leurs habitudes de consommation d'énergie, le lieu où ils habitent, etc. En fait, pour faire ce qui s'appelle une segmentation de la clientèle qui divise les clients en groupes pour leur proposer en fait des offres qui sont ciblées à leurs besoins. Et pour conclure, en fait, je dirais, si vous voulez devenir data scientist, et je vous le recommande parce que c'est un job très, très passionnant, je dirais il faut avoir trois choses. Premièrement, il faut connaître la mathématique, la statistique. Deuxième chose, faire un peu de programmation pour mettre en œuvre tout ça. Et troisième chose, avoir de la connaissance métier. Et du coup, c'est quelque chose qui s'apprend, bien sûr, dans le domaine où vous travaillez. Et c'est en fait les trois qui font l'ensemble d'un un bon data scientist. Et du coup, n'hésitez surtout pas à vous lancer parce qu'il y a beaucoup de formations en ligne pour découvrir l'IA. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Théa. Et puis, on sent ton enthousiasme. Ça, c'est vraiment très agréable. Et merci d'avoir pris le temps d'expliquer ton métier aussi, de ton job, data scientist et tes recommandations. Je pense que c'est intéressant pour les lycéens qui sont avec nous. Merci beaucoup, Théa. Bah, écoute, on va passer à un autre témoignage. Donc, on a prévu, après cette présentation de qu'est-ce que c'est l'IA et le job du data scientist de Théa, de parler d'un exemple au niveau de l'Institut national de l'audiovisuel avec Agnès. Est-ce que tu nous entends bien, Agnès? Oui, merci, je vous entends et merci pour cette introduction. Donc, je m'appelle Agnès Saunier, je travaille donc à l'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où sont stockées les archives de la télévision et de la radio française. Vous pouvez voir par exemple sur le slide une archive des rappeurs là, de Big Flo et Oli quand ils étaient encore au lycée à Toulouse. Ils avaient été filmés en 2012 par une équipe de France 3 alors qu'ils n'étaient pas encore connus et cette archive est conservée à l'INA. Et vous pouvez même la voir sur YouTube. Donc, la mission de l'INA principale, c'est de sauvegarder le patrimoine audiovisuel français, mais aussi à côté, il y a des missions de création audiovisuelle, par exemple pour créer des documentaires pour Arte, et de formation et aussi de recherche. Dans l'INA, il y a beaucoup de métiers, on en compte pas moins de 42 avec bien sûr des documentalistes, mais aussi des ingénieurs, des formateurs, des chercheurs, et puis des gestionnaires de production, des commerciaux, enfin des juristes, il y a beaucoup de métiers. Il y a aussi des formations, avec des formations initiales, avec des BDS, licences et masters, et des formations à destination des professionnels. Donc pour me présenter plus particulièrement, moi je travaille à l'INA depuis 30 ans et je fais partie du service de la recherche. Donc j'ai pu m'investir dans plusieurs domaines de recherche
Et là, je vais vous présenter donc des projets qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. Avant, j'ai fait un petit exercice. C'était essayer de mettre en BD une définition de l'intelligence artificielle. Alors dessus, donc, vous pouvez voir, l'humain dit « Je peux apprendre à partir de mes expériences. Et toi ?» Et l'ordinateur répond « Oui, je peux aussi apprendre à partir de données et des méthodes d'apprentissage automatique. » Ce qui est intéressant, c'est que ce dialogue, il aurait été généré automatiquement par ChatGPT. Vous en avez sûrement entendu parler, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un prototype d'agent conversationnel à base d'IA qui répond à des questions qu'on lui pose. Si vous voulez le connaître, en fait, vous pouvez toujours le tester en ligne, c'est vraiment bluffant. Donc ça, c'est de l'IA derrière. Juste pour continuer, une dernière chose, qui différencie donc la programmation informatique classique de l'intelligence artificielle. Dans un cas, le premier cas, l'humain entre dans un programme toutes les instructions que l'ordinateur doit effectuer pour réaliser une tâche. Dans l'intelligence artificielle, les programmes sont conçus par les humains, mais peuvent imiter des raisonnements humains et par exemple, ils peuvent apprendre à partir d'exemples. Bon, mais attention, par contre, l'intelligence artificielle, comme c'était marqué sur le slide précédent, ce n'est pas que des robots. Alors, je vais vous donner 3 exemples de projets avec de l'IA sur lesquels j'ai travaillé. Le premier projet, c'est le projet de télévirtualité, celui auquel j'ai commencé à travailler en 1992, ça fait déjà longtemps. Et le concept, c'était de développer des systèmes pour permettre à plusieurs personnes distantes de communiquer dans un même environnement virtuel. Ben oui, ça ressemblait déjà beaucoup au métaverse. En 1992, donc, c'était la mode des mondes virtuels et pas qu'Alina. Alors, notre projet consistait à animer des sortes d'avatars 3D réalistes qui étaient pilotés à l'aide d'une vraie personne qu'on filmait. Et donc, sur ce projet, on était 2 femmes à travailler sur ce projet-là. Ma collègue sur la synthèse d'images et moi sur l'analyse d'images. Et il y avait déjà des techniques d'intelligence artificielle parce qu'on utilisait un type d'algorithme qui s'appelle le réseau de neurones pour fluidifier les mouvements du visage. Voilà. Alors, je vais faire une petite parenthèse qui peut peut-être être intéressante pour expliquer le métier. En quelques mots, le travail d'un chercheur. Pour un travail d'un chercheur, en fait, on va avoir une idée de départ. Ensuite, on fait un état de l'art sur toutes les technologies qui existent sur le sujet. Puis, on conçoit et on met en place une nouvelle technologie. Ensuite, on l'évalue, on la publie, on la présente dans des conférences. On peut parfois voyager même très loin pour présenter les papiers. Et puis, souvent, il faut aussi trouver des projets pour pouvoir financer ces recherches. Voilà. Rapidement, le deuxième projet que je voulais vous présenter s'appelle OT Media. Ça porte sur le développement d'une plateforme qui permet d'analyser la diffusion des informations dans les médias. Il y a aussi beaucoup de technologies derrière pour pouvoir capter et analyser le texte des contenus médiatiques. Et pour cela, on a affiné ce qu'on appelle un modèle de langue pour qu'il comprenne nos archives vidéo. Le troisième exemple, là, ça concerne le développement d'une ontologie médiatique. L'ontologie, c'est en quelque sorte une vue abstraite et simplifiée du monde que l'on veut représenter, toi ici le monde des médias. Et on peut utiliser des méthodes d'apprentissage, par exemple, on pourrait essayer de classifier automatiquement les médias qui traitent du sport. Voilà. Donc, pour terminer, donc je voulais dire une dernière chose, c'est que le service de la recherche dans lequel je travaille maintenant contient 12 chercheurs et je suis la seule femme ingénieure. Et ben, c'est bien dommage parce que c'est un très beau métier. Voilà. Mais écoute, tout ça, c'est hyper intéressant, tout ce que tu nous dis, Agnès. Beaucoup de data, des très beaux projets, des voyages, ça donne envie. Bon, tu as pointé là, tu viens de nous dire quelque chose sur la féminisation de ces métiers, mais je crois qu'on va y revenir un petit peu toutes. Est-ce que c'est toi, Agnès, qui va présenter le slide Voilà. d'Hélénie? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Alors, c'est encore à toi. Alors, voilà. on t'écoute. Alors, je reprends. Ouais. Alors, pour commencer, donc Hélénie, elle travaille cette fois-ci dans la partie industrialisation des systèmes de description des archives. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc rapidement les différentes parties de l'INA qui peuvent être concernées par l'intelligence artificielle. Bon, alors pour commencer, on s'est amusé à essayer de retrouver une archive qui parlait d'intelligence artificielle, et on a trouvé une archive quand même de 1968 qui imaginait l'intelligence artificielle comme on le serait dans les années 2000. Donc c'est assez drôle.
Mais donc l'intelligence artificielle, on le trouve donc dans le service de la recherche que je viens de vous présenter. Mais aussi, il y a un nouveau service qui vient de se lancer qui s'appelle le Lab, qui a pour but de mettre des données de l'INA ainsi que des outils au service de chercheurs extérieurs à l'INA. Donc cette fois-ci, c'est plutôt peut-être des utilisateurs, peut-être des sociologues, des gens qui vont étudier les usages des médias, qui vont avoir besoin de ces données d'intelligence artificielle pour faire leurs études. L'INA se trouve aussi dans l'industrialisation de la plateforme de stockage et de traitement des données. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Et enfin, dans les formations, il y a une formation à destination des professionnels qui présente de manière très générale ce qu'est l'INA. Donc, pour revenir à Eleni, elle est chef de projet et pilote plus particulièrement des projets donc, en lien avec le NLP. Alors, qu'est-ce que le NLP? Le NLP, ça veut dire Natural Language Processing. C'est le traitement du langage naturel en français. C'est une technologie qui permet aux machines de comprendre le langage humain. Donc, il vise à parler et à comprendre les langues naturelles comme le français. Et si son objectif est atteint, ça signifie qu'un ordinateur pourra converser avec un humain comme s'il était un humain. Ben, ça ressemble un petit peu là à ce que je vous ai montré tout à l'heure en vous parlant de ChatGPT. Donc la petite BD en haut à droite illustre les possibilités avec le NLP, celle de pouvoir générer du texte. Mais on peut aussi utiliser le NLP pour faire beaucoup d'autres tâches. Par exemple, le schéma de dessous nous montre l'utilisation du NLP à l'INA, et ces techniques peuvent être appliquées sur du texte, du son, des vidéos. Et par exemple, on peut faire une classification thématique, on peut classifier un reportage dans une catégorie de sport ou politique, on peut faire une transcription de l'audio vers un texte écrit, on peut aussi mettre des titres ou faire des résumés automatiques par texte, et encore, on peut extraire des entités nommées, c'est-à-dire des noms propres de personnes, des noms de pays, des noms d'organisations. Donc en ce qui concerne, pour revenir sur l'activité d'industrialisation à l'INA, elle intègre des algorithmes qui viennent de la recherche, donc qui ont été développés dans le service de la recherche, ou qui peuvent avoir été développés à l'extérieur. Et le but, c'est d'aider le travail des documentalistes qui consiste à décrire les archives. Donc si vous regardez l'image en bas là, de BFM TV, on peut voir qu'on peut retrouver plusieurs informations grâce à l'INA. Parce que par exemple, on peut utiliser des techniques d'OCR, c'est-à-dire de reconnaissance optique de caractères, pour retrouver du texte sur une image, et puis ce texte peut être analysé automatiquement pour retrouver par exemple les noms, les sujets. Ici, par exemple, sur cette archive qui provient de BFM TV, on peut voir que, donc, oui, qu'elle vient de BFM TV, on peut voir que c'était un direct, et puis on peut voir que le sujet, c'était celui de la grève, comme aujourd'hui. Donc, de même, des techniques de NLP permettent de retranscrire des paroles en texte, et ce texte peut ensuite être analysé. Et puis, on peut ajouter aussi que des algorithmes de la recherche ont aussi été intégrés dans le système. Par exemple, il y a un algorithme qui permet d'identifier un visage et de reconnaître la personne. Là, par exemple, on pourrait donner le nom du présentateur. On a aussi un algorithme qui permet de compter les temps de parole des hommes et des femmes. Donc c'est très important pour la représentation des femmes à l'écran, par exemple. Voilà. Donc c'est un aperçu rapide de l'utilisation de l'IA à l'INA. Et donc on peut voir qu'il y a quand même plusieurs métiers qui sont concernés. Donc on a vu, il y a des chercheurs qui développent les prototypes. Il y a des data scientists qui vont construire des systèmes d'analyse de données. Il y a des ingénieurs de la donnée en charge de l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle. Et il y a aussi des enseignants. Et une dernière chose que je voudrais dire aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des doubles formations, c'est-à-dire avoir à la fois une formation qui soit scientifique pour le côté informatique et une formation qui soit sociologique pour avoir tout le côté usage des médias en fait. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très demandé. Voilà. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Agnès. C'est vraiment passionnant. Et finalement, tu vois, ça recoupe aussi ce que disait Théa en termes de formation, la formation métier, la double formation dont tu parles, la formation du secteur. Mais on voit aussi dans tout ce que tu nous montres un bond extraordinaire entre ce qui était imaginé pour l'intelligence artificielle dans les années 60-70 et puis ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. Je voudrais dire aussi que Eleni n'a pas pu être avec nous cet après-midi, mais c'est vraiment le cœur de son métier là que tu as présenté pour elle.
Donc, beaucoup de métiers, on sent la passion dans tout ce que tu partages également. Voilà, mais on reviendra en questions-réponses. Je suis sûre qu'il y aura plein de questions pour toi aussi, Agnès. Merci beaucoup. Alors, on poursuit notre voyage et maintenant, on va changer complètement d'entreprise parce que Lina, enfin, personnellement, ça a été un peu une découverte pour moi aussi de tout cet usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'INA, de l'archivage qui est si important dans cette entreprise. Et maintenant, on va passer à une autre société qui est la RATP avec Mathilde. Et Mathilde est une fidèle d'ingénieur, c'est pour moi, puisqu'on s'est d'ailleurs rencontrés l'année dernière sur ce forum virtuel. Donc, bah, écoute, c'est à toi, Mathilde, on est à ton écoute. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Donc du coup, je m'appelle Mathilde Villeneuve. Moi, je vais vous parler plutôt de transport et de mobilité, puisque je travaille dans le domaine du transport depuis 20 ans. Alors, j'ai fait 20 ans au sein de l'industrie automobile et 7 ans sur l'exploitation des données des véhicules connectés. Donc là, l'objectif, c'était de développer des services pour les utilisateurs, les grands comptes, des entreprises ou les collectivités. Et je rejoins la RATP cette année pour poursuivre justement sur ces métiers de la data et de l'IA dans le domaine de la mobilité, mais cette fois sous l'angle du service public, en lien avec les enjeux de décarbonation de la mobilité dont on parle de plus en plus déjà depuis quelques années. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, vu que je rejoins la RATP, c'est que je vais pas vous parler de projets que j'ai développés moi-même, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Mais par contre, c'est vous donner un peu de la visibilité sur ce à quoi l'intelligence artificielle peut servir dans le domaine des transports publics. Et puis, j'espère vous donner matière à réfléchir, hein, pourquoi pas pour votre orientation scolaire et puis professionnelle. Donc, la première chose, c'est, on l'a compris, quand on parle d'IA, il y a besoin de nourrir ces IA et la donnée, c'est vraiment le terreau du développement de ces machines apprenantes. Ce qui est super intéressant au niveau de la RATP, c'est ce que je vous ai mis sur ce slide-là, c'est que la RATP a accès à une diversité de sources d'informations, mais aussi une diversité de formats de données. Elle peut recevoir des données qui viennent de ses moyens roulants, hein, de ses bus, de ses métros, grâce à des capteurs. Donc là, on va avoir des données semi-structurées. On peut aussi avoir des données issues de caméras et faire de l'exploitation de données vidéo. Elle a aussi toutes les données qui remontent la partie opération des transports, donc gestion des horaires, des itinéraires, des incidents, tout ce qui est information voyageurs. Donc là, on va avoir toute une source complémentaire d'informations issue de ces métiers-là. Il y a beaucoup d'informations aussi qui peuvent remonter de la part des usagers sous format texte dans les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui est validation finalement des billets qui donnent des informations sur la fréquentation des différents réseaux. Ils utilisent aussi des données qui ne sont pas produites par la RATP, mais qui viennent des territoires pour contextualiser ou mieux comprendre le contexte dans lequel ils observent un certain nombre d'informations, et aussi des données liées à leur propre processus, par exemple l'affectation des agents sur les différents niveaux des moyens de transport ou des données de ressources humaines ou de comptabilité. Donc ça, c'est intéressant quand on s'intéresse au développement de nouvelles applications basées sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a un terreau favorable à une grande quantité d'informations, de sources diverses, donc différents points de vue, de formats différents, et du coup, ça c'est extrêmement favorable pour les data scientists pour proposer de nouvelles solutions aux métiers d'exploitation. Donc ça c'est l'introduction un peu générique. Et puis du coup, pour vous donner une idée de à quoi peut servir l'intelligence artificielle, je vous ai mis quelques exemples de projets qui sont soit des projets en cours de production au niveau de la RATP, soit des projets qui ont déjà fait preuve de faisabilité au sein du groupe. Donc, il y a différents applicatifs possibles. Ça peut aller de la prévision à temps réel de l'affluence. Ça, je vais en parler de manière un peu plus approfondie dans quelques instants. Ça, c'est un enjeu clé pour la RATP, hein, maîtriser l'affluence pour mieux informer l'usager dans ses choix d'itinéraire, mais aussi pour faire de la régulation sur les lignes automatiques. Donc c'est un enjeu extrêmement important sur l'amélioration de la qualité de service de la RATP. Ils ont aussi de gros enjeux sur l'organisation de la maintenance des trains, et du coup, la mise à disposition des trains pour optimiser la maintenance, c'est un sujet qu'ils ont adressé aussi avec des modèles d'intelligence artificielle.
Ils ont travaillé aussi sur tout ce qui est fiabilisation des temps de parcours et horaires de passage de bus, ou encore sur des opérations de maintenance en analysant les remontées des opérations techniques et en faisant d'analyse textuelle pour pouvoir prioriser, hiérarchiser les incidents et apporter des solutions de fiabilisation au global des différentes machines. Donc, il y a une diversité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une diversité de cas d'usage possibles et elles sont toutes finalement au service de l'amélioration de l'expérience utilisateur dans l'usage des transports publics. On va faire un petit zoom sur le temps réel d'affluence pour vous donner une idée de la place de l'IA. Aujourd'hui, la mesure de l'affluence, ça se fait déjà à la RATP de manière assez classique. Ça se fait grâce aux remontées des usagers, soit par les réseaux sociaux, soit par l'application Bonjour RATP, ce que vous avez dans la petite vignette. En gros, il y a un petit bouton et les usagers renseignent le niveau d'affluence observé lors de leur trajet. Ça a quelques défauts en termes de précision. Par exemple, on ne peut pas avoir quels sont les trams qui sont les plus encombrés. Il y a une notion de perception aussi derrière avec des corrections qui sont à faire. Mais du coup, ce qui est intéressant au niveau de ce use case-là, c'est que ça, c'est un point de vue. C'est le point de vue ressenti par l'usager. Mais il y a aussi d'autres moyens de prédiction d'affluence que développe la RATP. Et là, vous avez deux exemples sur la vignette. La première, c'est d'estimer en fait le nombre de passagers à partir de la validation des billets aux entrées des stations, mais aussi des informations de voyageurs, les trains qui sont prévus dans les minutes qui viennent. Donc ça, c'est des premiers modèles. Donc l'idée, c'est à partir de ces informations, nombre de validations de billets et l'information sur les trains à l'arrivée, c'est de prédire finalement l'affluence qu'il y aura dans chacune des rames de métro. Et du coup, pour entraîner ce modèle-là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont certains trains qui sont équipés de capteurs qui permettent de mesurer finalement la charge, donc la masse réelle du train, et du coup d'entraîner un algorithme à déduire de ces éléments de validation de billets et de temps d'attente des différents trains, de pouvoir entraîner finalement ce modèle à estimer le nombre de passagers par tram pour pouvoir améliorer l'information voyageur sur l'affluence réelle. Donc ça, c'est une première façon de faire qu'ils ont développé sur certaines lignes de tramway. Et puis, il y a d'autres cas sur les qui intéressent la RATP, c'est de prévoir ce qui se passe en situation atypique. Par temps de grève, on va dire qu'aujourd'hui, c'est d'actualité, mais aussi voilà, quand il y a des problèmes de météo ou ce genre de choses. Donc, du coup, ils utilisent d'autres techniques là pour pouvoir prédire l'évolution de l'affluence par des méthodes dites d'inpacting. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de repartir finalement de l'affluence constatée sur les dernières heures et de prévoir finalement à quoi va ressembler l'affluence dans les heures qui viennent grâce à des modèles d'intelligence artificielle. Voilà, l'idée aujourd'hui de mon intervention, c'était déjà de vous donner un peu des idées sur à quoi peuvent servir l'intelligence artificielle dans des grandes entreprises, du transport et de la mobilité. Et si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à consulter le site de la RATP si vous cherchez un stage, une alternance. Ça peut être un bon moyen de découvrir ces métiers-là. Je suis aussi à votre disposition sur LinkedIn si vous souhaitez échanger sur ce qui permet d'accéder à ce type de métier, là, de pilotage de projet data et IA. Oui. Merci beaucoup Mathilde. C'est vraiment intéressant de voir les applications qui peuvent être faites d'activités IA, tout ce que tu nous expliques en termes d'amélioration de la prédiction du temps d'affluence, etc. Je crois que c'est un exemple concret d'une activité IA qui parle à tout le monde. Est-ce que la personne qui parle pendant la conférence sur d'autres sujets peut se mettre en mute? Oui, alors vous l'avez fait 2 fois ou alors c'est une erreur ou... Florence, tu peux mettre la personne en mute? Je sais qui c'est, je m'en occupe. Merci Aline. Merci Aline. Et alors oui, je voulais souligner, tu l'as déjà dit Mathilde, mais c'est un point important, des grandes entreprises comme la RATP proposent des stages, des activités en alternance, ça sera plus tard pour vous, voire emploi, mais c'est important de le souligner. Merci à nouveau Mathilde. Alors on continue notre voyage dans les entreprises, les grandes entreprises, et une autre, pas des moindres, IBM, avec Elsa Fabrez. Elsa, eh bien, c'est à toi, on est à ton écoute.
Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Elsa Fabresse, je travaille donc pour la société IBM. Et IBM, c'est une entreprise informatique et elle a la particularité d'adresser l'intelligence artificielle de bout en bout. Donc, c'est-à-dire qu'on met en place des infrastructures, on propose des solutions d'intelligence artificielle, hein, puisqu'on a un service d'innovation, on travaille avec des laboratoires de recherche et on a aussi toute une équipe qui met en place des produits. Donc, on a nos propres produits, dont IBM Watson pour la partie intelligence artificielle et on fait aussi de la partie conseil. Donc, moi, je vais peut-être commencer par me présenter et parler de mon métier. Donc, dans mon métier, je suis consultante, donc c'est-à-dire que j'ai un rôle de conseil auprès des entreprises dans l'intelligence artificielle. Et au-delà d'apporter ce conseil, je gère des projets d'implémentation d'intelligence artificielle pour les clients. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans l'informatique, hein, donc il y a 15 ans que je suis chez IBM. Donc, je suis passée par plusieurs métiers, que ce soit dans le cloud ou sur différentes innovations, jusqu'à que je m'intéresse, il y a 8 ans déjà de ça, à l'intelligence artificielle. Et je me suis spécialisée dans la transformation des entreprises au travers de l'intelligence artificielle, évidemment. Donc, dans mon métier, ce que je fais tous les jours, c'est de conduire des projets d'intelligence artificielle conversationnelle. Donc, je suis en mission chez un client bancaire, mais j'interviens aussi pour différents clients dans différents secteurs. Et mon travail, c'est vraiment d'améliorer l'efficacité opérationnelle des collaborateurs. Donc, dans les banques, ça va être l'efficacité opérationnelle des conseillers bancaires et d'améliorer l'expérience utilisateur des clients. Donc, sur la slide suivante, je vais peut-être expliquer dans un premier temps qu'est-ce que l'IA conversationnelle. Je pense que les différentes intervenantes qui sont passées avant moi en ont déjà parlé, hein, puisque j'ai entendu la définition du NLP, par exemple, on a parlé de ChatGPT. Et donc, en fait, l'IA conversationnelle, c'est vraiment la partie de l'IA basée sur des algorithmes qui va permettre de simuler une conversation humaine. Donc, ça peut être au travers de la reconnaissance vocale, du traitement du langage naturel et de la génération de réponses appropriées. Donc, évidemment, il y a différentes applications autour de l'IA conversationnelle. Donc, il y a ce qu'on appelle les assistants virtuels et les chatbots. C'est à peu près la même chose, mais nous, on fait une certaine distinction entre les deux, puisque l'assistant virtuel, c'est vraiment le robot qui va aider le collaborateur ou la personne à être finalement plus performant, à lui donner des réponses à ses questions, à automatiser certaines opérations. Et les chatbots, quand on a besoin d'une information sur un site et qu'on veut poser une question et qu'on va avoir une réponse qui va être générée par l'IA et non par un humain. On a aussi des systèmes de dialogue qui vont exister avec du vocal, par exemple sur les centres d'appel. Je vais donner quelques exemples un peu plus concrets, hein, sur ce que je suis en train de dire, mais je voudrais passer quand même un message qui est très, très important. C'est que pour les clients pour lesquels je travaille, il y a un message qui est très important autour de l'IA, c'est qu'on ne met pas l'IA pour remplacer l'humain, mais c'est vraiment pour aider l'humain à être beaucoup plus efficace et à se concentrer sur des tâches de valeur ajoutée. Donc, si on regarde finalement quels sont les exemples autour de la relation client, donc on a par exemple tout ce qui est automatisation des tâches répétitives. Donc, on peut avoir par exemple des chatbots qui vont pouvoir répondre à des demandes courantes de clients, qui vont pouvoir donner des renseignements sur des produits ou sur des services. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un client cherche une information, il va pouvoir la chercher sur un site web. Ça, voilà, c'est simple parce qu'il peut le faire 24 heures sur 24. Des fois, il trouve la réponse, des fois, il ne trouve pas la réponse. S'il ne trouve pas la réponse, il va vouloir appeler l'entreprise. Et pour appeler l'entreprise, évidemment, ça va générer du trafic sur un plateau où, en fonction du nombre d'appels qu'il y a sur ce plateau, il va devoir attendre plus ou moins longtemps. Et puis, on ne sait pas si vraiment l'appel va pouvoir être mené à terme. Donc là, l'idée, c'est de se dire, il y a certaines demandes où il n'y a pas besoin de passer un appel à une vraie personne pour avoir la réponse, puisque cette réponse aurait pu être trouvée sur le site. Donc, on va entraîner des modèles de machine learning dans des chatbots, par exemple, pour que la personne puisse
poser la question dans le chat et avoir une réponse générée par l'IA automatiquement. L'automatisation des tâches, elle peut se faire aussi au travers d'emails. Je travaille sur des solutions pour des clients où l'idée, c'est de pouvoir comprendre, grâce à l'intelligence artificielle, de quoi parle le mail. Donc, en fait, on va analyser tout ce qui a été écrit dans le mail, comprendre finalement quelle était l'intention du client. Donc, dans le domaine de la banque, ça peut être je souhaiterais souscrire un crédit, par exemple. Et si jamais en plus la personne me dit voilà, je veux souscrire un crédit, un prêt immobilier, et elle a joint des pièces jointes pour commencer à constituer un dossier, avec tout ce qui est reconnaissance des images, on en a parlé tout à l'heure de l'OCR, on va pouvoir aussi lire les pièces jointes, comprendre finalement qu'on est en train de récupérer des éléments pour constituer le dossier de prêt et faire une opération automatique pour directement traiter ces informations sans que ça nécessite une opération humaine. Bon, deuxième avantage, c'est l'assistance 24 heures sur 24, hein, puisque le fait de pouvoir mettre à disposition des chatbots sur des sites, ça permet de pouvoir fonctionner en continu et de permettre aux entreprises de proposer une assistance aux clients à tout moment, même en dehors des heures d'ouverture, hein, puisque quand, par exemple, vous êtes au lycée ou quand nous, on est au travail, il y a certains services qu'on aimerait accéder, où on aimerait se rendre, mais finalement, ça tombe pendant les heures où on travaille, où on étudie, et donc on ne peut pas s'y rendre. Mais par contre, grâce à un chatbot, on va pouvoir peut-être initier des opérations ou avoir des réponses à nos questions, quelle que soit l'heure de la journée. L'IA peut permettre aussi la personnalisation de l'expérience client. Donc, c'est-à-dire, grâce aux données qu'on va récupérer sur le client, on va pouvoir proposer des offres en fonction de la connaissance qu'on a du client. Donc, ce qui vous permet des fois d'avoir des produits qui correspondent plus à vos besoins. C'est aussi la possibilité de renforcer la connaissance et l'expertise au sein d'une entreprise. Alors, dans les entreprises, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un fort turnover dans certains secteurs. Donc, turnover, c'est les personnes qui vont démissionner et donc il va falloir les remplacer et donc il va falloir les reformer. Mais comme il va falloir qu'elles prennent le travail rapidement, elles n'ont pas forcément toute la connaissance sur leur métier. Et grâce à des solutions d'assistants virtuels, elles vont pouvoir converser dans des chats en langage naturel pour dire j'aimerais comprendre comment je peux assurer un quad, par exemple. Et donc, grâce à l'entraînement qu'on va faire du chatbot, elles vont pouvoir avoir toutes les réponses par rapport à cette question et pouvoir faire leur travail avec toutes les étapes qui vont être décrites dans le chatbot. Donc, ça peut servir de formation. Et enfin, c'est tout ce qui est analyse des données pour en fait permettre de comprendre quels sont les besoins, les tendances, les préférences des clients afin de mieux analyser leurs besoins. Donc voilà, j'arrête un petit peu sur les exemples. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de métier, comme les autres exemples qu'on a donnés, c'est très varié. Il y a des personnes qui vont travailler vraiment dans la partie entraînement de modèles, IA, et donc là, on est sur des profils plutôt data scientist, mais on a aussi besoin de profils qui sont un petit peu plus fonctionnels, donc c'est-à-dire pas forcément travailler dans l'entraînement de l'IA, mais comprendre quel est le besoin du client afin de pouvoir le traduire en termes de solutions d'intelligence artificielle. Et il y a évidemment aussi une branche de métier autour de tout ce qui est gestion de projet. Donc, on peut être aussi chef de projet dans les métiers de l'intelligence artificielle. Voilà, à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Eh bien, écoute Elsa, merci. C'est toujours aussi passionnant que quand je t'avais interviewé pour le réseau Femmes d'IBM France. Et merci pour ton enthousiasme à toi aussi. Assistant virtuel, reconnaissance vocale, améliorer l'efficacité opérationnelle. On est vraiment dans des projets d'avenir. Et puis, ce que je souligne aussi, c'est ce que tu nous as dit, c'est que l'IA ne remplace pas l'humain, se concentre sur la valeur ajoutée, mais ne remplace pas l'humain. Merci beaucoup, Elsa. Alors, on poursuit notre route. Oui, là, je voulais vous proposer une petite question toute simple. À votre avis, dans la population qui travaille dans l'intelligence artificielle en France, quel est le pourcentage de femmes?
Donc, bon, je vois que l'heure avance pas mal, on ne va pas forcément interagir dessus. Mais bon, voilà, dans votre tête, dites-vous, voilà, c'est plutôt moins de 10%, c'est entre 10 et 15, 15-20, plus de 20%. En fait, la bonne réponse, c'est la réponse B. En France, aujourd'hui, on estime qu'il y a 12%. C'est plus près du 10. Il y a 12% de femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle, dans les métiers techniques, c'est-à-dire qu'on exclut les fonctions comme le marketing ou la communication. Donc voilà, donc c'est quand même un pourcentage relativement faible. Il varie par entreprise. Mais cette question sur le taux de féminisation dans l'IA, bien, ça va faire une transition vers les travaux que vous menez au niveau du laboratoire de l'égalité. Et je voudrais maintenant donner la parole à Hélène. Merci beaucoup, Sylviane. Pour nous parler de vos activités au niveau du laboratoire de l'égalité. À toi, Eh bien, Hélène. écoutez, avec plaisir. Donc, je suis ravie d'être là avec vous pour parler des femmes ingénieures et de l'IA en particulier. Ce que je voudrais vous dire, donc, il y a eu beaucoup de choses déjà de dites, et notamment sur la définition de l'IA, sur l'IA au quotidien. Donc, ça, c'est ce sur quoi on voulait revenir. L'IA au quotidien, l'IA est partout, l'intelligence artificielle est partout dans nos vies, que ce soit sur nos smartphones, sur la santé, les Parcoursup ou sur les différentes applications, les apps comme TikTok ou Instagram. Donc, c'est vraiment quelque chose qui envahit nos vies. Mais comme le disait Elsa tout à l'heure à l'instant, l'IA ne remplace pas, les machines ne vont pas remplacer l'humain, et c'est une façon de démystifier également la technologie par rapport à l'humain. Aujourd'hui, si on est là avec vous, c'est pour vous parler de l'IA et des filles. Et c'est hyper important que les filles et les femmes embrassent des carrières techniques, technologiques. Alors, en fait, on est parti d'un constat simple, c'est que les filles sont meilleures en maths jusqu'en seconde. Elles sont compétences pour tout ce qui est maths, tout ce qui est STEM. Et en fait, à partir de la seconde, elles ne s'orientent pas dans les filières scientifiques. Donc, pour nous, ce qui est très important, c'est de dire, mesdemoiselles, à toutes celles qui sont en primaire, en collège ou vous, les lycéens, les lycéennes, c'est n'ayez pas peur de vous engager dans les filières scientifiques, que ce soit l'informatique, l'ingénierie, les mathématiques ou les sciences, donc les fameux STEM, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, et que surtout, il faut vraiment arrêter les idées reçues, donc s'arrêter de penser stop aux idées reçues, donc, et orientation en masse des filles dans la com, les RH et le marketing, de surcroît, ne sont pas suffisamment bien et où les filles sont surreprésentées. Donc, un espèce de combo qui n'est pas favorable, alors que dans les STEM, on manque cruellement de filles, de femmes, et c'est vraiment important que les filles puissent rejoindre les STEM, dans des carrières plus scientifiques. Et stop aux idées reçues, ça passe aussi par le fait que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est pas réservé qu'aux garçons, et on a tendance à imager, on pense que l'IA, c'est tout de suite un geek ou un gamer, avec les vrais stéréotypes qui sont le garçon en sweat capuche, en train de manger ses pizzas devant son écran. Et en fait, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a vraiment une large palette de métiers disponibles, pas simplement dans l'informatique. Dans l'informatique, vous avez, grâce à la tech, vous avez accès à de nombreux métiers eux-mêmes, de nombreux secteurs, donc banque, finance, santé, automobile. Et en même temps, dans ces métiers plutôt genrés masculins, il y a également une multitude, une grande palette de compétences dont on a besoin. Et là, ça revient au niveau de la créativité. Donc là, pareil, les filles qui ne veulent pas s'engager spécialement dans les STEM, il y a aussi de la place pour les filles dans tout ce qui est création, innovation. Et donc, on
être dans la tech et embrasser une carrière, une carrière dans la tech et dans le numérique sans être scientifique. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'on voulait partager avec Muriel Garnier. On voulait aussi, pour appuyer nos dires, parler de quelques chiffres. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a 60 milliards d'euros qui sont générés par le numérique, qui ont été générés en 2022, ce qui est énorme. Ça représente 3% du secteur, alors qu'en général, on est plus à 1,5%. Donc ça, c'est vraiment significatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des postes, ça veut dire qu'il y a de l'ouverture, ça veut dire qu'il y a du futur, et ça veut dire qu'il y a vraiment un essor pour ces carrières dans la tech. Autre chiffre significatif, entre 2021 et 2022, il y a eu une augmentation du marché français de l'IA de 29%, donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Et moi, un chiffre qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des enfants qui sont en maternelle qui vont exercer un métier du numérique qui n'existe pas encore. Ça veut dire qu'on va devoir se réinventer, on va devoir inventer des nouveaux métiers, et qu'à ce titre-là, il y a de la place pour tout le monde, garçons et filles, et il y a des tas de possibilités, des tas de façons différentes de pouvoir penser à créer un avenir les prochaines années communes, garçons et filles. Et dernier chiffre, en France, d'ici 2030, il y a 30% des emplois qui sont représentés par le numérique. Donc ça veut dire qu'il y a une manne immense pour pouvoir faire carrière dans le numérique et donc embrasser des métiers qui spécifiquement seront mieux représentés et surtout seront mieux payés. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut arrêter de systématiquement envoyer les filles dans des filières qui sont saturées et qui sont moins bien payées que la tech. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on voulait vous dire avec Muriel Garnier, avec qui je travaille sur le groupe de l'IA, les femmes et l'intelligence artificielle. Alors, pardon, parce que j'ai un peu bougé. Deuxième chose que je voulais vous dire, hein, qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, suffisamment de filles et de femmes dans l'IA, dans le paysage de la tech. Et aujourd'hui, c'est un enjeu sociétal, c'est-à-dire qu'il faut que les filles s'impliquent pour construire le monde de demain, et elles ont un vrai rôle à jouer. Il ne faut pas oublier que quand les ordinateurs ont été créés dans les années 60, c'était d'abord les femmes qui s'étaient emparées du sujet, et on les a laissées jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était plutôt un domaine lucratif, donc et donc les hommes ont réintégré la fameuse l'informatique, la tech, ils se sont emparés du domaine. Donc nous, on a tendance à dire au laboratoire de l'égalité qu'il faut absolument que osent rejoindre les carrières scientifiques, mais pas que les carrières scientifiques. Même si on n'est pas scientifique, il faut simplement oser, qu'on a tout un rôle à jouer, toutes et toutes et tous un rôle à jouer, qu'il y a il y a de la place pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est capable de parler de rôle modèle principalement au masculin quand on parle de Steve Jobs, on parle de Elon Musk, etc. Mais qu'en est-il pour les rôles modèles au féminin, sachant que dans la tech, sachant qu'il faut commencer par être visible, et on voulait à ce titre-là vous parler de notre livre écrit par Aude Bernheim et Flora Vincent qui s'appelle « L'intelligence artificielle, pas sans elle », c'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger, on est 52% de femmes sur Terre, on ne peut pas envisager de construire le monde de demain sans impliquer les femmes véritablement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 88% des algorithmes qui sont construits par les hommes. Ce qui veut dire que, oui, l'IA est sexiste, parce que, inconsciemment ou non, les hommes qui construisent l'IA reproduisent leurs biais, viennent avec leurs biais, et donc reproduisent des
inégalités. Donc, l'IA génère des inégalités femmes-hommes qui sont diffusées, reproduites et amplifiées par les algorithmes et les bases de données. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que les filles prennent leur place dans la tech. Et on voulait vous parler également d'Aurélie Jean. Donc, tout le monde n'a pas entendu parler d'Aurélie Jean, puisqu'elle est de plus en plus visible, mais elle n'est pas la seule, mais elle est de plus en plus visible avec elle a plusieurs livres, notamment De l'autre côté de la machine. Il faut que les filles puissent s'identifier à des rôles modèles au féminin. Et on voulait également vous parler des Figures de l'ombre. Donc, les Figures de l'ombre, c'est ce fameux film dont vous avez probablement entendu parler, avec Margaret Hamilton, Katie Johnson et Margaret Vaughan, donc ces trois femmes ont permis à la mission Apollo 13 de revenir sur Terre. Et donc, ce film est vraiment merveilleux parce qu'il retrace comment les femmes elles étaient sous-estimées. Et en fait, grâce à leur savoir et à leur prise de parole, Apollo 13 merci beaucoup, Hélène. Je pense qu'il faut c'est passionnant et tout ce que tu nous dis montre beaucoup d'opportunités pour les hommes et pour les femmes. Terminé. Mais c'est parfait. Et les Figures de l'ombre, d'ailleurs, c'était des IBMeuses, on pourrait te le dire avec Elsa. Mais je voudrais maintenant donner la parole, parce qu'il est 56, je voudrais donner absolument la parole, merci beaucoup Hélène, à Oriane, qui représente WAC Science. C'est à toi, Oriane. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Oriane Jean, je suis ingénieure AgroParisTech et bénévole et référente IA au sein de l'association WAC Science, qui est une association féministe et scientifique qui a été cofondée par Flora Vincent et Aude Bernheim et qui a pour but de promouvoir une science ludique et sans stéréotypes. Et aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux entre IA et égalité. Et je vais baser mes propos sur l'ouvrage écrit par Aude Bernheim et Flora Vincent dont vient de parler Hélène et qui s'intitule « L'intelligence artificielle pas sans elle ». Et vous dire dans un premier temps que le premier constat que font les autrices dans ce livre, c'est celui d'un constat d'échec en termes de représentation des femmes, puisqu'on nommait tout à l'heure le chiffre de 12% de femmes qui travaillent dans le secteur de l'IA. Alors, pourquoi on parle de constat d'échec ? Déjà, premièrement, parce que le secteur de l'IA, c'est un secteur, comme vous l'avez compris, qui est en plein essor et qui offre une multitude d'opportunités auxquelles les femmes aujourd'hui ont visiblement moins accès. Deuxièmement, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas une fatalité et ça n'a d'ailleurs pas toujours été le cas. Hélène l'a également évoqué et sans rentrer dans les détails, il y a vraiment eu une époque où les femmes ont joué un rôle très important dans le secteur de l'informatique. Et enfin, parce que le secteur se prive de talent et que cette sous-représentation des femmes, elle n'est pas sans conséquence. Parce que comme l'IA compte peu de femmes, les algorithmes sont aujourd'hui en grande majorité conçus par des hommes. Et en fait, le résultat, c'est que l'IA véhicule des préjugés sexistes. Donc, pour vous donner un exemple, il y a quelque temps, une étude a montré que le logiciel Google Ads avait tendance à proposer des postes moins rémunérés à des femmes plutôt qu'à des hommes pour des compétences et des CV similaires. Et au-delà de ces inégalités de genre, on s'aperçoit que plus largement, l'IA reproduit et propage l'ensemble des inégalités déjà présentes dans la société. Donc ça, on peut se demander comment ce phénomène se produit. Parce que c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que les algorithmes soient plutôt égalitaires et objectifs par définition. Mais malheureusement, ça, ce serait oublier que les algorithmes sont codés par des humains et donc sont de fait imprégnés des préjugés de leurs concepteurs et que ce soit des stéréotypes sexistes, mais aussi on peut parler de stéréotypes racistes, sociaux ou encore homophobes et physiques. Et en fait, c'est vraiment à chaque étape de leur développement que les algorithmes récupèrent nos préjugés. Et en plus, dans le cas pour certains algorithmes qui, eux, utilisent des bases de données pour apprendre à effectuer une tâche spécifique, on se rend compte que les bases de données constituent en elles-mêmes une autre source de biais majeur, car elles sont souvent elles-mêmes biaisées et pas du tout représentatives de la diversité de la société, ce qui peut conduire à une mauvaise généralisation de l'algorithme à certaines populations. Et donc, c'est exactement ce qui est arrivé à l'étudiante du MIT, Joy Buolamwini, que l'on voit là au centre de la slide, et qui a mis en évidence que le logiciel de reconnaissance faciale de Microsoft ne marchait pas du tout sur elle, alors qu'il était très performant sur ses collègues hommes blancs. Et une des raisons de ce dysfonctionnement, c'est tout simplement parce que justement, la base de données utilisée contenait principalement des photos d'hommes blancs et que l'algorithme avait donc appris à se développer à partir de cette base de données biaisée.
Donc, on comprend bien que les algorithmes, on comprend bien vraiment les dérives que tout ça peut engendrer et pourquoi il est crucial de s'intéresser aux questions d'égalité dans le secteur de l'IA. Alors, je vous rassure, c'est possible quand même de détecter et de réduire ces biais, mais du coup, il faut être absolument conscient des enjeux éthiques que pose l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des solutions qui sont justement mises en place pour détecter et évaluer ces biais, il a aussi été montré l'intérêt d'avoir des équipes mixtes, notamment en termes de genre, dans le monde du numérique. Parce qu'en fait, en diversifiant les équipes, on va diversifier les talents et les angles d'approche et on va pouvoir détecter plus facilement les failles des programmes, comme l'a fait Joy Boulawini, et ainsi limiter la diffusion des préjugés et croyances des concepteurs d'algorithmes. Donc, dans les quelques secondes qui me restent, je vais juste terminer sur une note plus positive en vous montrant que l'IA peut également être utilisée pour faire progresser l'égalité, puisque les algorithmes peuvent servir de nouvelles armes pour détecter, mesurer et corriger les biais. Parce que l'IA, c'est avant tout, comme on l'a décrit, un outil qui est fabuleux, qui permet d'analyser plein de données très rapidement et qui peut donc être utilisé comme outil de diagnostic pour détecter des discriminations. Et c'est seulement en mettant en lumière et en quantifiant ces discriminations qu'on va pouvoir susciter des prises de conscience et mettre en place des mesures qui vont pouvoir faire évoluer les choses. Et en parallèle, on peut aussi se servir bien sûr de l'IA pour encoder directement l'égalité, par exemple en développant un algorithme qui serait capable de proposer autant de CV de femmes que d'hommes ou d'assurer par défaut une rémunération équivalente pour les femmes et pour les hommes. Il s'agit de quelques lignes de code et comme le disent très bien les autrices, il est plus facile de changer des lignes de code que des mentalités. Et pour terminer, le dernier message que je voulais vous faire passer, c'est que du coup, le secteur de l'IA a vraiment besoin de mixité, comme on a pu vous le dire, et notamment en termes de genre. Et surtout, vous faire comprendre que dès lors que l'on est conscient de ces biais-là, si vous décidez de vous engager dans une carrière dans l'intelligence artificielle, vous pouvez vraiment avoir un réel impact sur la façon de construire des algorithmes et ainsi favoriser le développement d'une IA éthique et inclusive. Et en 2 mots, vous avez l'ensemble des informations relatives au livre L'intelligence artificielle pas sans elle sur la slide que je vous invite fortement à aller consulter. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci à toi, Oriane. Tu étais passionnante comme vous l'avez tout été. Le problème est de gérer cela dans le temps qui nous est imparti. Mais voilà, je note des choses tellement importantes, beaucoup d'opportunités, avoir de l'impact dans la vie, dans votre vie, dans votre carrière. Bon, on arrive au terme de cette conférence, donc on voudrait vous donner quand même un petit peu la parole et prendre vos questions, mais nous voudrions aussi souligner 2 ou 3 points qui nous semblent importants dans ce forum aujourd'hui. Tout d'abord, cela a été dit, le secteur du numérique est un secteur créateur d'emplois, et notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas donner d'autres chiffres, mais en gros, pour votre tranche d'âge, parce qu'on a fait des études sur 10 ans en fonction des acteurs du numérique, des donneurs d'ordre, etc., vous êtes tout à fait dans la cible de cette projection. Donc, cela vous concerne tout à fait prioritairement dans vos choix d'études et dans vos métiers futurs. Donc, ça, c'est important et je voulais le souligner. Vous dire aussi que l'IA, l'intelligence artificielle, a besoin de profils variés. Cela a été dit également par toutes les personnes, les intervenants des différentes entreprises. Ça, c'est une question que l'on se pose beaucoup en entreprise où justement on expérimente parfois des pénuries sur certains profils. Oui, il faut des ingénieurs, oui, il faut des développeurs, des data scientists, mais pas seulement. Et on a à cœur dans les équipes IA d'avoir ces profils variés. Bon, moi, j'ai un souvenir d'avoir travaillé sur un projet IBM Airbus où on avait avec nous des psychologues parce qu'on créait le compagnon des astronautes vers la station spatiale qui savait détecter les émotions et s'adapter aux émotions des spationautes. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est un champ large où il y aura encore beaucoup de choses qui vont évoluer. Et les entreprises, on voulait vous dire aussi, elles ont besoin de vous pour bâtir le meilleur avenir. Et on voudrait terminer en vous donnant un message d'enthousiasme et de confiance pour cet avenir. Voilà. Donc, si on peut prendre, on est en retard pour notre conférence, mais les étudiants nous attendent. Je voudrais vous donner la possibilité d'ouvrir les micros. Si vous avez des questions à nous poser, on est encore là, disponible tout à fait pour vous. Est-ce que quelqu'un veut poser la première question? Non? Je ne sais pas s'il y a encore des lycéens, Sylviane. Et je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte parce que comme j'étais à l'écran, je vais sortir de l'écran.
Ils sont partis? Ben, s'il n'y a pas de questions, ben, il me reste à remercier toutes les intervenantes qui étaient là avec nous aujourd'hui. Vous avez vu, c'est un plateau, bon, je dois le dire, assez exceptionnel. J'ai eu en retour un certain nombre de messages dans le chat. Je peux vous dire, vous avez impressionné l'auditoire. Donc, merci infiniment à vous toutes d'avoir joué le jeu. Et donc, on va conclure cette conférence. Merci de votre participation. Et pour les intervenantes, nous nous rendons à l'espace étudiant dans la salle de conférence. Merci à nouveau. Au revoir.